Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des formations online Paléo. On va quitter Paléo aujourd'hui pour aller vers le Danemark, le festival de Roskilde en 2000 et le concert de Pearl Jam. Alors ce concert est resté extrêmement marquant dans l'histoire des festivals européens et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est produit à cette occasion un accident qui a fait plusieurs victimes et qui a été le point de départ d'une prise de conscience de la part des organisateurs des dangers liés à des concentrations de foule, à des mouvements devant la scène. Et il en a suivi toute une démarche de collaboration entre festivals européens qui aujourd'hui se concrétise sous la forme d'un réseau, le Yes Group, Europe Event Safety Group, qui fait partie de l'association Europe des festivals et que j'ai le privilège de coordonner avec Henrik Nielsen, qui est précisément responsable de la division Safety, Security et Service du Roskilde Festival. Alors c'est assez émouvant d'évoquer ce concert aujourd'hui puisque nous sommes en fait mercredi 1er juillet, le lendemain de la date anniversaire de cet accident. Ça fait 20 ans maintenant que cette catastrophe a eu lieu. Il en reste sur le terrain du Roskilde Festival un souvenir sous forme de, vous voyez ici, de rochers, de stèles, avec aucune indication particulière, pas de plaque, pas de nom de victime, mais uniquement la mention "Oh fragile we are", ô combien nous sommes fragiles. Et donc ce rocher, ce bout de caillou est là à demeure sur le site du festival comme un souvenir, un témoignage de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors avant de rentrer dans l'explication du déroulement des faits, quelques mots par rapport au festival Roskilde. C'est un très grand festival donc à Roskilde, dans la ville de Roskilde au Danemark. Très, très grand festival, très sympathique, une mentalité très proche de Paléo, vous allez le voir, avec une longue histoire, avec beaucoup de bénévoles qui contribuent aussi à l'organisation. Et ici, vous voyez le devant de scène de la grande scène aujourd'hui, avec des capacités qui donnent un peu le tournis pour nous, puisque devant la grande scène à Roskilde peuvent tenir 50 000, 60 000, voire même plus spectateurs. Ces spectateurs viennent de divers horizons, un peu de tous les âges, comme Paléo. On y trouve de jolies jeunes filles et de solides gaillards, mais dans un esprit très détendu, très sympathique, un peu comme Paléo. Ça, c'est la grande scène de Roskilde, la Orange Stage, du nom de la couleur évidemment, de cette tente au-dessus. C'est la marque de fabrique et c'est aussi le logo, vous le voyez, du festival depuis le début. C'est un festival énorme, 130 000 personnes se joignent pour ce festival. Ils vendent que des tickets pour l'ensemble des soirées, des 4 soirées, plus le warm-up, enfin, une semaine avant. Mais vous voyez, donc c'est la quatrième ville du Danemark qui naît là chaque année avec 80 000, 90 000 campeurs. Et puis je vous l'ai dit, des capacités devant les scènes très, très importantes également. Cette tente, cette fameuse tente avec ce design particulier qui ressemble un petit peu à notre forum à Paléo, c'est la même forme depuis l'origine. C'est en fait une tente qui avait été rachetée par le festival de Roskilde aux Rolling Stones qui l'avaient utilisée pendant une de leurs tournées. Roskilde, c'est un festival qui existe depuis 1971, donc qui est encore plus vieux que Paléo. Mais vous voyez, c'est la même ambiance à l'origine, très hippie et détendue. À l'époque, il y avait 2 scènes pour le premier Roskilde Festival. Le festival durait 2 jours sur une seule scène, avec une vingtaine de groupes qui jouaient. Et puis le ticket était à 30 couronnes danoises, ce qui veut dire 4 euros à peu près. Et puis aujourd'hui, Roskilde, c'est le plus grand festival du nord de l'Europe. C'est 8 jours, 8 scènes,
173 groupes qui se produisent et comme je vous le disais, on ne peut acheter les billets que pour l'ensemble de la période, c'est-à-dire du deuxième week-end qui est vraiment le moment où tout le site est exploité et ça coûte à peu près 280 euros. Et ici vous pouvez voir l'affiche avec les noms du festival 2018, donc vous voyez évidemment c'est des énormes têtes d'affiche qui se produisent à l'occasion de ce festival. Eminem, Bruno Mars, Gorillaz, Cardi B, etc. Évidemment, c'est un des plus grands festivals d'Europe, un des plus connus, un des plus anciens. Donc c'est un peu une légende dans les festivals et évidemment ça donne des opportunités de programmation d'artistes internationaux. Alors on revient sur cette année 2000, sur ce 30 juin 2000. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On était donc pendant le concert de Pearl Jam. Vous pouvez retrouver cette petite séquence qui a été filmée par la télé danoise à l'époque. Et vous allez voir donc le concert s'arrêter et le chanteur du groupe, Eddie Vedder, s'adressait à la foule pour lui demander de reculer. Alors je vais vous faire le récit en fait des éléments qui ont été rapportés par l'enquête de police suite à l'accident. Ne vous embêtez pas à lire tout ce qui est écrit là, je vais vous le raconter. En fait, la police, les services officiels sont alertés à 23h32 ce jour-là. Pendant le concert de Pearl Jam, un appel qui provient d'un médecin du staff médical et qui appelle le 112, qui est le numéro d'urgence au Danemark, et qui demande 5 ambulances pour des personnes qui souffrent d'une insuffisance cardiaque. Alors c'est une traduction voilà, anglaise tirée du danois, donc je m'excuse par avance auprès des spécialistes du monde médical, peut-être les termes ne sont pas tout à fait adéquats. Mais bref, un appel d'un médecin du staff pour demander 5 ambulances pour plusieurs personnes qui souffrent, donc dont le pronostic vital est engagé. Le médecin précise que le groupe joue encore quand elle reçoit le message depuis le staff de la grande scène pour lui signaler qu'il y a des personnes qui sont vraiment mal en point. Et une fois que ces personnes sont acheminées sur l'infirmerie, l'antenne d'infirmerie de cette grande scène, dans un premier temps il y a un cas et puis très vite il y en a deux autres sans signe de vie qui sont amenés sous la tente et donc ce qui justifie cet appel pour 5 ambulances. Au final, il y a 8 personnes qui ont été tuées, 8 jeunes hommes qui ont été découverts morts juste après l'arrêt du concert, et puis un neuvième qui est mort des conséquences de ses blessures plusieurs jours après. Et ces personnes, d'après les autopsies, ont été tuées par compression, certaines avaient des blessures, des côtes cassées, c'était des jeunes, entre 17 et 26 ans. Le rapport de police précise qu'ils étaient pas, voilà, c'était des grands, corpulents jeunes hommes, pas du tout des personnes fragiles. L'enquête a aussi pu établir que ce jour-là, le temps était pluvieux et venteux, partiellement boueux, mais pas si glissant que ça, d'après les études qui ont été faites. Ils ont quand même sollicité des spécialistes des sols pour évaluer est-ce que voilà, la surface pouvait laisser des risques aux gens de glisser et de tomber. Apparemment, pas trop. Par contre, il faisait froid, à peu près 11 degrés. Et les gens étaient venus avec plusieurs couches de vêtements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, 11 degrés et conditions festival, ça semble très froid. Mais au milieu d'une foule de 60 000 personnes, eh bien, la température augmente très vite. Donc ces personnes qui étaient équipées avec plusieurs couches de vêtements ont eu très chaud, ont transpiré, et donc ce phénomène a accéléré les effets de la déshydratation. D'ailleurs, certains témoins ont signalé que la foule dégageait de la fumée, donc de la condensation voilà, liée à la chaleur, à la hausse de la température au sein de la foule, et que cette fumée leur faisait penser à un incendie. Ils ont cru qu'il y avait le feu. D'après les témoins toujours, et relayé par l'enquête de police, le public devant la scène pour ce concert de Pearl Jam était un public qui bougeait beaucoup. Déjà avant le concert et encore plus au moment du début.
Et puis cette intensité, ces mouvements, cette excitation de la foule n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure du déroulement du concert. Euh, Foule agitée avec des mouvements sur les côtés, de gauche à droite, depuis l'arrière vers l'avant. À un moment donné, vers 22h30, après le début du concert, un autre concert s'arrête sur la deuxième scène, un concert de Travis avec 20 000 personnes à peu près. Donc ça fait autant de gens qui se dirigent ensuite vers la zone de la grande scène et qui se rajoutent à ceux qui étaient déjà là. Donc évidemment, plus de monde avec la même surface disponible, on a la densité qui augmente, et du coup, densité forte avec ces mouvements de foule, très vite, les gens perdent l'équilibre, sont sous pression, puisque forcément le mouvement de foule entraîne des surpressions sur des espaces, notamment devant les barrières. L'enquête dit que les membres du public étaient incapables de lever les bras au-dessus de la tête et en gros qui se déplaçaient sans le vouloir, hein, puisque leurs pieds ne touchaient plus le sol. Euh, un élément également très important qui est lié au dispositif de barrière qui était mis en place ce jour-là. Un certain nombre du public explique qu'ils ont été pressés contre des aménagements de type brise-lame, hein, de barrière, vous allez voir tout à l'heure, et que c'était très douloureux et potentiellement dangereux pour eux. Et comme je vous l'ai dit, la pression n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure du déroulement du concert. Alors ces barrières brise-lames, en fait, c'est ça. Hein. C'est ces dispositifs qui étaient mis au sein de la foule, au milieu de la foule, en fait, à Roskilde, avec le but que les gens puissent se raccrocher à ces barrières, hein, vraiment un effet brise-lame, brise-vague, qu'on n'ait pas une vague qui parte depuis l'arrière de la foule et puis qui, sans s'arrêter, arrive jusqu'aux barrières de devant de scène. Donc c'était au départ fait pour protéger, et puis on pense, l'enquête le dit, que ça a été un élément qui malheureusement a favorisé les blessures et potentiellement les décès. Donc les barrières de devant de scène, donc au milieu de cette foule, hein, vous avez ces barrières brise-lame ou brise-vague, et puis les crash barrières devant la scène, vous voyez, sont un peu dans une forme de triangle, comme ça, pour laisser suffisamment de place au staff devant la scène. Euh, Public excité, mouvement de foule, crowdsurfing, beaucoup de gens qui font du crowdsurfing. L'enquête de police dit voilà, aussi que d'après les gens du staff sécurité devant la scène, ça n'arrêtait pas. Ils étaient débordés par le nombre de crowdsurfers, certains même ne pouvaient pas être récupérés, tombaient par terre. Donc une ambiance très chaude, une ambiance très excitée, avec déjà un staff de sécurité qui est sous pression et potentiellement en difficulté. Et là, la catastrophe se produit, un mouvement de foule, pression, qui fait chuter un certain nombre de membres du public. Alors ça s'est fait plusieurs fois pendant le concert, mais à un moment donné, à 23h10, il y a un groupe assez important de personnes qui tombent, légèrement à droite, au centre de la scène, quand on regarde depuis le public. Un groupe de personnes qui tombent, des spectateurs par la suite qui, avec un second mouvement de foule, sont eux aussi pressés contre ces personnes qui sont par terre, ce qui fait un espèce d'entremêlement, hein, des gens empêtrés littéralement, enfermés ensemble les uns sur les autres, et avec évidemment des difficultés pour se relever et pour respirer. Là-dessus, je vous parlais des crowdsurfers, eux ils arrivent et puis à cet endroit où les gens sont tombés, ça fait un trou, hein, dans la foule, donc eux, ça se rajoute, ils tombent à nouveau sur les gens qui sont déjà par terre. Donc on est sur une situation qui est difficile, qui est problématique. Toute la difficulté là, c'est de détecter finalement qu'on a vraiment un problème. Vous imaginez un concert qui est chaud depuis le début, et là il y a quelque chose qui se passe et qui est potentiellement grave. Mais la difficulté, c'est de repérer que ça est plus grave que ce qu'on a pu voir avant, hein, ou ce qu'on verra après, puisqu'il y a des mouvements de foule de tous les côtés et que c'est difficile de dire là-dessus, vraiment, il y a un problème et des gens potentiellement qui vont être blessés ou qui vont mourir. Donc ça se passe là, vous voyez ici une photo donc du devant de scène, le point jaune, c'est vraiment l'endroit où ça s'est passé. Vous voyez d'ailleurs ces barrières anti-vagues, hein, tout autour. On est en plein milieu de cette zone devant la grande scène. Vu depuis l'autre côté, on est vraiment à proximité de la scène, hein, en vue directe de l'artiste, qui d'ailleurs, dans un premier temps, ne se rend pas tout à fait compte de ce qui se passe,
Et puis finalement, je vous expliquerai tout à l'heure le processus de stop show, mais détecte quelque chose en parallèle avec la Sécu, et ce qui fait que le concert est arrêté par l'artiste lui-même. Voilà, donc une situation. Alors, comment est-ce que l'équipe, le staff a réagi? Comment est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème? Donc, toujours d'après le rapport de police, le responsable sécurité devant la scène dit qu'il a appelé à la radio, mais sans s'adresser à personne en particulier. Donc, il parle à la radio, j'imagine un peu sur le coup de la panique ou de l'émotion. Il dit il faut arrêter, il y a un problème. Et très vite, il poursuit avec d'autres messages où il dit on nous signale qu'il y a des gens qui sont en difficulté, et même il emploie ces mots, il dit le public nous dit qu'il y a des gens qui sont morts. Voilà. Euh, mais le problème, c'est que ce message, il n'est pas adressé à quelqu'un en particulier. Ça part sur les ondes, et puis sans vraiment que finalement ça soit adressé à quelqu'un qui réagit et qui prenne une décision. Et c'est toute la difficulté caractéristique de cette catastrophe, c'est qu'il s'est écoulé, d'après la perception de ce responsable sécurité, entre 10 et 20 minutes entre ses premiers appels radio et le moment où la musique s'est arrêtée à 23h25. Pourquoi ce flou, pourquoi cette latence entre le moment où le problème est signalé et le moment où la musique est arrêtée? Eh bien, voilà, ça semble bête, peut-être vu depuis aujourd'hui, mais à l'époque, ce scénario n'était pas forcément très bien anticipé. Il n'y avait pas de précédent, et il n'y avait pas de directive écrite sur la manière dont un concert devait être arrêté à Roskilde. Je précise que à Paléo, notre procédure stop show, elle est pas si ancienne que ça. Elle doit dater à peu près des années 2006-2007. Donc en conséquence directe de cet incident et des réflexions qui en ont suivi. Donc la direction du festival, répondant à l'enquête de police, dit pour eux, c'est les responsables de la sécurité de la scène qui doivent informer donc le régisseur, le stage manager, qui a la tâche d'arrêter la musique. Euh, Ça, c'est un principe et c'est la vision de la direction du festival. Dans les faits, il y a effectivement un stage manager, il y a aussi un bureau de production, c'est comme ça dans toutes les organisations, bureau de production pour la scène, donc le bureau de production qui est en contact direct avec le tour manager de l'artiste, qui a préparé sa venue. Et voilà, d'après le régisseur de la scène, le responsable technique, la décision d'arrêter la musique devait être validée dans son esprit par le responsable de la production, donc le responsable du bureau de production de la Orange Stage. Et de son côté, la directrice du bureau de production de l'Orange Stage, elle déclare que oui, effectivement, elle a entendu une communication radio sur la question de savoir si le concert devait être arrêté, mais qu'elle n'a pas considéré que c'était sa responsabilité ou son devoir de décider à ce moment-là. Et d'ailleurs, elle était dans son bureau, elle n'était pas à proximité de la scène, elle ne voyait pas directement ce qui se passait. Et évidemment, donc, ce flou sur la prise de décision a été néfaste, a fait perdre un certain nombre de minutes, et comme je vous le disais à la fin, c'est plus l'artiste qui a lui-même senti qu'il y avait un problème et qui s'est arrêté. On l'entend sur la vidéo demander aux gens de reculer, que vraiment une prise en main de la situation par l'organisation. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment fondamental, et aujourd'hui ça fait partie de nos standards, de penser la gestion de la sécurité devant une scène sur ces trois étapes, ces trois modalités. Le premier, c'est avoir une capacité d'observation, alors soit des observateurs directs sur les côtés de scène, Roskilde a mis ça en place dès l'année suivante, euh, caméra aussi, pour voir un peu plus loin, pour zoomer, précisément dans ce cas-là, de pouvoir zoomer sur l'espace où il y a un grand nombre de personnes qui sont tombées et de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens se relèvent? Est-ce qu'ils ont des signes de détresse? Est-ce qu'il y a des blessés? Le deuxième niveau, c'est la prise en charge, donc être capable d'extraire des gens de la foule quand ils se sentent mal, voire qu'ils sont blessés. Et puis le troisième niveau, c'est d'avoir des protocoles, d'avoir un processus clair de décision. Aujourd'hui, à Paléo, on a cette procédure stop show avec carton jaune, carton rouge,
et qui est directement inspiré de la procédure qu'ils ont mis en place à Roskilde et qu'on retrouve aujourd'hui comme un standard dans beaucoup de festivals. Un dernier élément d'ouverture qui me semblait intéressant par rapport à ce cas, c'est que après l'accident, Roskilde était un festival qui a beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé sur les barrières de devant de scène et sur leur design, leur forme pour limiter la pression et garantir la sécurité des spectateurs. Donc vous voyez, dès l'année suivante, ils ont créé ce système de 4 enclos pour contrôler le nombre de personnes présentes, limiter les mouvements et avoir des couloirs finalement au milieu de la foule pour intervenir plus efficacement avec le staff de sécurité ou le staff médical. Ça, c'était l'année suivante, en 2001. Voilà ce que ça donne à l'époque, donc en 2003. C'est toujours la même configuration avec la régie en face de la scène. Ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est que cet enclos était probablement trop petit parce que ils ont fait des tests de mesure de la pression sur les barrières, sur la première des barrières, enfin celle qui est le plus loin de la scène, avec la masse de personnes qui poussent dessus. Et ils se sont rendus compte qu'on arrivait à des niveaux de poussée qui pouvaient être potentiellement toujours dangereux. Donc ils ont fait ça, vous voyez, avec une expérimentation de gilets qui mesurent la pression sur les individus et qui permettent de voir les variations donc de la pression sur les barrières. Donc en 2004, ils ont augmenté cet enclos, vous voyez, qui allait jusqu'à la régie. Euh, donc pour avoir plus de place, ne plus avoir une barrière linéaire, donc toute droite, mais plutôt un peu en courbe ou en triangle, ce qui limite aussi la pression, puisque la pression elle vient depuis derrière, et si elle heurte une barrière qui est en frontale, ça aura beaucoup plus de pression que si elle est en travers, où la force se dilue finalement tout le long de la forme de la barrière. Voilà à quoi ça ressemblait donc en 2005. En 2006, ils font le choix de séparer la régie. En 2005, vous voyez, on a une régie centrale en face de la scène. À partir de 2006, ils décident de faire deux régies, non pas en face de la scène, mais sur les côtés. Là aussi, c'est pour limiter les zones où les spectateurs ne voient pas la scène, ce qui fait que ça a un effet de report sur d'autres zones qui sont plus occupées. Là, l'idée, c'était de répartir vraiment la foule sur toute la surface disponible en évitant, en tout cas devant la scène, d'avoir un obstacle comme une régie. Voilà ce que ça donne depuis le ciel, depuis en haut. Vous voyez, l'enclos s'est encore élargi. On a une surface beaucoup plus grande. Tout ça, ça correspond vraiment à des analyses et à des mises à jour en termes d'efficacité du design des barrières pour limiter la pression, garantir la sécurité des spectateurs au travers de la solidité des barrières. Voilà, en 2014, on est toujours un petit peu sur la même configuration, mais encore plus en profondeur dans la foule. Euh, et puis en 2017, ils réfléchissent à nouveau là-dessus, en se posant la question finalement des angles, ce que vous pouvez voir ici comme des angles droits, notamment au niveau du couloir central. Est-ce que ces angles ne sont pas des endroits où on peut avoir plus de pression, voire des mouvements qui ne peuvent pas voilà, s'étaler sur tout un espace puisqu'il est contraint par l'angle. Et ils en arrivent en fait à une configuration de barrière qui a été testée lors des deux dernières éditions, donc en 2017 en 2018 pardon, et en 2019. Et vous voyez ce design de barrière sans aucun angle, il n'y a que des courbes. L'idée c'est vraiment de ne pas avoir d'endroit où les gens sont pris au piège et peuvent pas s'échapper. Là, avec ces courbes, ces barrières en forme de courbe, comme je le disais, on répartit la pression, et en même temps on favorise la circulation du public. Voilà donc ce que ça donnait, et ça c'est toujours la forme de barrière qui est utilisée aujourd'hui. Donc Roskilde, depuis 2000, a vraiment été leader dans la réflexion autour du design des barrières, de la gestion de la foule devant une scène. Là, c'est le système, je dirais, le plus abouti en termes de réflexion et en termes de design qu'on peut voir probablement dans le monde, avec l'aide de spécialistes qui ont aidé, soit dans l'analyse de la pression, soit dans l'analyse du design et de la dynamique de la foule pour que ça corresponde à avoir
je dirais, une forme de barrière optimale pour la sécurité des spectateurs. J'ai eu la chance d'ailleurs de l'observer sur place l'année dernière, en 2019, lors d'une visite à Roskilde, dans ce festival. C'est impressionnant. Vous voyez ici la répartition du public. On n'a pas de lieu qui se prête à une congestion trop élevée. La foule est bien répartie. On a des couloirs larges qui permettent de bien intervenir dans la foule et pour autant, vu depuis la scène, on a une foule devant nous. On n'a pas l'impression d'avoir des enclos et l'artiste parle, chante devant un public qui est encagé. Non, on a vraiment une foule et un public qui peut profiter du concert dans des très bonnes conditions. Voilà, dernière petite image clin d'œil pour finir sur une note positive. C'est donc lors de ma visite, mon homologue de Roskilde, responsable de la sécurité et de tous les services accueil. Il s'appelle Morten Terkildsen et c'est un des meilleurs spécialistes européens en sécurité événementielle et accessoirement un très bon ami. On a beaucoup partagé ensemble depuis de nombreuses années et ça me donne l'occasion de lui tirer un petit coup de chapeau et de vous faire savoir aussi que tout ce qu'on réfléchit sur des processus, des procédures en lien avec les risques devant la scène sont partagés avec d'autres responsables sécurité de grands festivals européens. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, à bientôt.